À 10 h, une voiture se range parmi de nombreuses autres dans l'enceinte d'un stade. Nous sommes à Maisons-Alfort, fief du Stade français, le club de Potier. Mais si nous avons réalisé ce reportage, ce n'est pas uniquement pour vous montrer un des meilleurs joueurs suisses du moment se dirigeant vers une table de massage. Philippe Potier, faut-il le préciser, est devenu joueur professionnel voici quelques saisons. Le match du 11 novembre l'a brusquement fait éclater en tant que valeur du football actuel. Bon joueur jusqu'alors, il a accédé à la cote internationale et il n'était que de lire la presse française du 12 novembre pour s'en rendre compte. Cette confirmation est-elle due au fait que Potier soit professionnel? Ce professionnalisme changerait-il quelque chose à la valeur du football helvétique s'il lui était appliqué à 100%? Quelle est la différence de vie entre un footballeur professionnel et semi-professionnel tel qu'on le conçoit chez nous? C'est pour essayer, non pas d'apporter une réponse définitive, mais d'éclaircir ces questions que nous avons consacré plusieurs jours de tournage à ce sujet. En fin de matinée, après l'entraînement et les soins, Potier quitte ses camarades. Que va-t-il faire de sa journée? En principe, il n'a pas d'obligation jusqu'à l'entraînement de la fin de l'après-midi, mais il y a assez peu de jours calmes comme celui-ci, la plupart étant occupés par des matchs et surtout par les déplacements ferroviaires les précédents et les suivants. Alors, que devient le petit Valaisan promu gloire du football dans ce Paris automnal? Est-il parvenu à s'intégrer à la grande ville ou lui est-elle hostile? Potier, joueur professionnel, flâne dans un square, se promène et, à voir ces images, l'on pourrait penser que la vie menée par les sportifs de cette catégorie est fort agréable, en apparence peut-être. Mais n'oubliez pas que la veille, Potier disputait un match très pénible, que le lendemain son équipe recevait un adversaire dangereux, que 3 jours plus tard le Stade français partait en déplacement à l'autre extrémité de la France. Et ceci durant toute la saison, à un rythme général de 2 matchs par semaine entrecoupés d'entraînements très poussés, la période de pause se raccourcissant toujours plus du fait des matchs amicaux et des compétitions annexes. N'oubliez pas non plus la toute-puissance du club, maître absolu du joueur qu'il a acheté, omnipotent en ce qui concerne les questions de transfert. Et pour Potier, et avant lui pour un Eschmann, un Alemann, un von Lanten, un Faton qui réussirent dans le professionnalisme, combien d'autres joueurs durent-ils renoncer rapidement à de tels espoirs? Avant de comparer l'existence de Potier avec celle d'un joueur appartenant à l'un de nos clubs helvétiques, il existe encore un problème à évoquer, celui des aléas de la vie d'un footballeur pro. Que devient-il en cas de disgrâce ou de blessure? Que représente-t-il sur le plan social? Ces questions, Gérald Piaget les a posées à l'un des plus grands footballeurs de tous les temps. Juste Fontaine, la Coupe du Monde de Suède n'est pas si loin, vous en avez été le roi des buteurs. Il n'y a pas si longtemps que vous jouiez encore sur les terrains de France. Quelles sont les préoccupations essentielles d'un joueur professionnel? Eh bien, elles sont de 2 sortes. La première, c'est l'appréhension de la blessure, quoi. Comme moi-même, j'en ai été victime. Et la deuxième, c'est l'avenir. Parce que le football, c'est le plus beau métier du monde. Mais malheureusement, ça ne dure qu'une dizaine d'années. Alors si on n'assure pas ses arrières, ou si on ne peut pas les assurer parce que on n'est pas au premier plan du football, alors ça crée des problèmes, ça. Cette obsession que vous aviez comme joueur, vous l'avez épousée comme dirigeant, vous êtes devenu président de l'Union nationale des footballeurs professionnels. Quel est l'objectif premier de cette association? Bien justement, c'est ce souci de l'avenir, là. Alors nous avions pensé à demander aux dirigeants un régime de prévoyance. Et le deuxième problème, évidemment, c'est le contrat du joueur. Parce qu'en France, lorsqu'un joueur passe professionnel, c'est fini, quoi. Il est lié jusqu'à 35 ans à son club. Et lorsqu'il repasse dans les rangs amateurs, quand on le laisse libre, quand il n'a plus d'attache avec le club, alors il a une licence d'ex-professionnel qui est une sorte de tare. Il joue avec les clubs amateurs, mais à raison d'un seul ex-professionnel par équipe. Et lorsque cet ex-professionnel qui joue avec des amateurs veut changer de club, alors il doit rester 1 an sans jouer.
Vous aimeriez changer ce contrat ou la forme de ce contrat? Ah oui, parce que il est unilatéral en ce sens qu'il ne lie que le joueur. Jusqu'à 35 ans, mais les dirigeants peuvent disposer du joueur. Si le joueur n'est pas satisfaisant, alors là, on le laisse partir. Mais s'il est satisfaisant, on le garde jusqu'à 35 ans. D'autre part, on peut le mettre à 35 000 francs par mois. On peut lui donner le minimum, quoi. En respect avec le règlement qui a été fait par les dirigeants. Sans l'approbation des joueurs, si vous voulez, au départ. Parce qu'il y a eu la création du professionnalisme, les dirigeants ont fait un règlement et les joueurs ont toujours accepté, quoi, parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. Est-ce que vous avez l'impression que vous allez très bientôt réussir à obtenir ce contrat? Oui, d'ailleurs, même les dirigeants reconnaissent que ce contrat, en 63, quoi, n'est plus valable, quoi. Alors, évidemment, nous demandons un contrat à court terme et eux ne veulent pas nous le donner. Mais ils consentent à aménager ce règlement de manière à relever le minimum, etc. Et puis, lorsqu'un joueur est diminué de 20%, de lui laisser la liberté. Enfin, il y a pas mal d'aménagements à apporter, quoi. C'est-à-dire, ils préféreraient apporter tous ces aménagements plutôt que d'accorder le contrat à court terme. Est-ce qu'un joueur professionnel est assuré contre les accidents par son club? C'est-à-dire, la majorité du temps, il est assuré par son club, mais au profit du club. Mais le joueur, sauf dans de très rares cas, comme le mien par exemple au Stade de Reims, il n'est pas assuré, ou alors il faut qu'il songe à une assurance personnelle. Mais avec l'UNFP, et grâce seulement aux cotisations que les joueurs ont versées, nous les avons assurés tous pour la somme de 3 millions d'anciens francs. C'est pas terrible, mais enfin, c'est toujours ça. Pour Raymond Mafiolo, pas de problème de reclassement. Sur le plan social, l'arrière de l'équipe suisse s'est fait sa place et si nous l'avons choisi pour effectuer le contrepoint avec Philippe Potier, c'est qu'il représente parfaitement le footballeur helvétique actuel. Comme Potier, il a brillé à Paris contre la France et il n'est que de demander à un certain Buron, ailier de l'équipe tricolore, ce qu'il en pense. Les jours suivant cette partie mémorable se déroulèrent pour lui d'une façon fort différente. Revenu en Suisse, il reprit immédiatement son activité dans l'entreprise de son père, illustrant ainsi la vie du footballeur semi-professionnel. Touchant une prime de base mensuelle de son club, le joueur de l'une de nos grandes formations de Ligue nationale A, entre cet appoint et son gain civil, si l'on peut dire, en arrive à un total généralement plus élevé qu'un footballeur pro de valeur moyenne. Raymond Mafiolo ne représente qu'un exemple parmi beaucoup d'autres. Il signifie le cas d'un joueur équilibré, ayant su concilier sa vie sociale et sportive, réussissant dans l'une comme dans l'autre. Passera-t-il à côté d'une carrière exceptionnelle de footballeur en vivant ainsi? Le professionnalisme aurait-il pu le révéler à lui-même? On peut se poser la question, tout comme on peut se demander ce que deviendrait sa vie familiale dans un tel cas. Mais Mafiolo, on n'a besoin de personne pour trouver une solution. Il va répondre lui-même. Raymond Mafiolo, que représente pour vous le football? Le football, pour moi, représente beaucoup de ma vie. Et certainement, au début, je ne m'attendais pas à avoir toutes les satisfactions que j'ai eues et que j'espère encore avoir quelque temps. Est-ce que vous pensiez aussi passer autant de temps à jouer au football? Oh non, pas du tout. Absolument pas. Comment se présente votre programme d'une semaine, disons? Le programme d'une semaine se présente donc pour le lundi. Nous avons les soins du match précédent, en général du dimanche, sauna, massage, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, entraînement, et samedi très souvent théorie pour le match du dimanche qui arrive le dimanche. Si vous aviez l'occasion de devenir joueur professionnel de football, est-ce que vous le feriez? Non, certainement pas. Ma vie est organisée différemment maintenant. Je ne crois pas. De toute manière, je n'y ai jamais songé, alors je peux pas l'envisager de toute façon. Oui, vous n'avez pas d'angoisse pour votre avenir, dans le fond. Vous avez une profession bien établie, vous avez un foyer, une femme, 2 enfants charmants.
Et vous n'avez pas de problème pour l'avenir. Si vous aviez néanmoins une offre colossale d'un club, prenons le Real, prenons n'importe quel club d'Europe qui vous offre une somme vraiment intéressante, est-ce que vous réfléchiriez à votre avenir? Objectivement, je ne verrais pas du tout d'offre de ce genre-là. Et ça ne pour moi, ça ne peut pas rentrer en ligne de compte. Alors, je n'y compte pas du tout. Est-ce que je peux dire, vous n'enviez pas, dans le fond, la situation d'un footballeur professionnel? Exactement. Pour un footballeur professionnel de ma catégorie, donc de ma classe, je n'envie pas du tout. À moins d'être une grande gloire. Là, elle est enviable. Mais pour un joueur moyen, d'une classe moyenne, ce n'est pas du tout enviable. Philippe Pottier est parti en France. Je n'ai pas besoin de vous dire qui est Philippe Pottier. Vous avez joué à côté de lui contre la France. Quels sont les progrès qu'il a réalisés à vos yeux? Est-ce que ce sont des progrès qui attendraient n'importe quel amateur qui irait jouer professionnel à l'étranger? Il me semble que n'importe quel joueur qui peut consacrer beaucoup plus de temps pour le football aura nettement l'occasion de faire des progrès. De toute façon, de toutes les échelles de joueurs, les progrès seraient évidents. Mais maintenant, la classe joue certainement un grand rôle aussi là-dedans. La classe, au départ, c'est donc ce que vous insinuez au sujet de Pottier. Pensez-vous que le professionnalisme puisse s'installer en Suisse? Si c'est temps, il sera très difficile avant bien quelques années. Chaque joueur travaille à son emploi. Chacun tâche d'améliorer sa situation en rapport au football. Il serait difficile tout d'un coup de trancher et de devenir professionnel. Norbert Reichmann en son temps, Philippe Pottier actuellement, eux ont tranché. Comment envisagent-ils ces questions? Norbert Reichmann, quelle est la différence essentielle entre le pro et le semi-amateur? Eh bien, le professionnel, comme l'indique son nom, ne fait que du football. Le semi-amateur doit concilier les deux choses, le football et le travail. C'est d'ailleurs, pour le joueur suisse, la plus grosse difficulté, parce qu'il s'agit de prévoir des temps de récupération, de concilier les heures de travail avec les heures de présence sur le terrain. Il y a le problème des soins. Et je pense quand même que la différence essentielle réside dans la récupération. Le joueur professionnel s'entraîne. Après l'entraînement, il peut vaquer à ses loisirs, il peut se détendre, il peut lire. Le joueur suisse, il a quand même continuellement des soucis de travail. C'est là qu'il y a eu d'ailleurs des progrès de fait en Suisse. Je crois que plusieurs clubs, ainsi le Lausanne Sport, est arrivé à un horaire un peu différent pour les entraînements. Il y a eu une entente entre les patrons civils et les patrons football, si je puis dire. Et 2 fois par semaine, par exemple, pour les Lausanne Sport, on arrive à s'entraîner le soir à 4h30, enfin maintenant je dis le soir parce qu'il fait à peu près nuit, à 4h30, entre 4h30 et 7h, ce qui permet aux joueurs de se retrouver chez eux en famille pour leur soirée. Parce qu'il y a aussi le problème de la famille, ça compte. Si vous passez votre temps entre le travail et puis le football, il faut quand même, la plupart des joueurs sont mariés, voire ont même des enfants. Alors si vous n'êtes jamais à la maison, c'est pas non plus, disons, un climat idéal pour pouvoir le dimanche jouer dans de bonnes conditions. Philippe Pottier, quel est le point le plus sensible pour un footballeur amateur ou semi-professionnel suisse lorsqu'il fait connaissance avec le professionnalisme en France notamment? Pour moi, le point le plus critique a été au point de vue physique, particulièrement où j'ai eu de la peine à m'acclimater, à m'adapter au changement de rythme des entraînements suisses et français. Quelle est la différence au point de vue fréquence des entraînements entre la Suisse et la France? C'est-à-dire qu'en Suisse, nous avions l'entraînement le mardi, le jeudi et le vendredi. Tandis qu'en France, nous l'avons tous les jours. Et la première année que je suis arrivé, l'entraînement était très intensif. Et je me souviens que le premier mois, nous avions l'entraînement le matin et l'après-midi. Nous entraînions 1h15 environ le matin, exercice physique, point de vue souffle, quoi, et l'après-midi, 1 heure environ, point de vue technique. Ça, c'était le premier mois, et ensuite, nous avons ralenti l'entraînement pour arriver à quand même un entraînement par jour le matin.
Parlons de l'évolution d'un joueur. Est-ce qu'un jeune talent va pouvoir mieux se développer sous l'enseigne professionnelle ou sous l'enseigne de semi-amateur? Je prends l'exemple de Philippe Potier, par exemple. Il est certain que les heures de présence au stade étant plus importantes pour un professionnel, il est certain que forcément les possibilités de perfectionnement sont plus grandes. Dans le cas de Philippe, par exemple, il est arrivé en France et il a eu beaucoup de difficultés à s'adapter au rythme physique de l'entraînement. Le problème technique ne se pose pas pour lui parce qu'il sait pratiquement tout faire et il savait déjà à ce moment-là, mais il a eu de grosses difficultés à s'adapter à un rythme physique très différent, ce qu'il a fait d'ailleurs rapidement. Après 2-3 mois, il n'y a plus eu de problème. Et je crois que la différence essentielle, elle est là. Naturellement, pour répondre à votre question, naturellement, pour un jeune élément, c'est certain que les progrès risquent d'arriver plus rapidement. Ça, c'est obligatoire. Vous estimez avoir mis combien de temps à vous adapter à la vie du professionnel français? Dans la vie du professionnel français, c'est assez difficile à dire. Je ne sais même pas si je suis adapté à cette vie, mais enfin, j'ai eu énormément de peine les 2 premiers mois, si mes souvenirs sont exacts. Particulièrement pendant les matchs. L'entraînement était dur pour moi pendant toute l'année, mais surtout au point de vue championnat, c'était les 2 premiers mois qui m'ont été le plus pénibles. Est-ce que l'entraînement, les durées d'entraînement sont les mêmes au début de saison ou en cours de saison? Et combien d'heures vous entraînez-vous par jour actuellement? Bien, actuellement, nous avons, comme le stade ne marche pas très bien, nous entraînons 2 fois par jour. Le matin aux environs de 10 heures et l'après-midi vers 4 heures, comme ça. Des entraînements qui durent chaque séance 1 heure environ. Ça, c'est parce que notre club ne tourne pas. Évidemment, si ça tournait bien, il est possible que nous aurions qu'un entraînement par jour. Et il n'y a pas grande différence, en tout cas chez nous, entre le début de l'année et la fin de saison. Les entraînements sont presque tous d'1 heure, 1 heure et quart. Quelle est la part du football théorie, tableau noir? Est-ce qu'elle est plus conséquente qu'en Suisse? Est-ce qu'il y a une différence dans ce domaine-là, de la théorie? Non, tableau noir, nous en faisons très peu, mais il y a quand même plus de discussions, plus de théorie quand même, mais sans passer au tableau noir. Est-ce qu'au point de vue soins du corps, massage et soins du corps, est-ce que vous passerez plus de temps en France à soigner votre corps qu'en Suisse? Je pense qu'au point de vue massage, en Suisse, on est mieux organisé que chez nous, mais du point de vue médical, nous sommes suivis assez souvent, c'est-à-dire tous les mois, nous passons une visite médicale. Mais les points de vue massage, soins, en Suisse, on se faisait masser tous les jours par un masseur qui nous prenait en tout cas un bon quart d'heure, tandis qu'ici, si le masseur nous consacre 5 minutes, c'est à peu près tout. Quelles sont vos obligations vis-à-vis du club? Est-ce que vous vous sentez vraiment comme un employé? Vous n'avez rien à dire? Vous devez aller simplement aux convocations? Quelles sont vos obligations vis-à-vis du club? Bien, c'est notre métier de suivre les ordres de l'entraîneur et nous n'avons rien à dire. Il peut nous commander ce qu'il veut, nous n'avons pas moyen de discuter. Est-ce qu'on demande, dans le fond, plus de sacrifices aux semi-amateurs qu'aux joueurs professionnels? Sacrifice, c'est un mot qui peut-être est un peu dur. Je ne pense pas qu'on puisse faire des sacrifices pour jouer au football, qu'on soit professionnel ou qu'on soit amateur. Il est certain, comme je le disais tout à l'heure, que pour le professionnel, il n'y a pas de problème qui se pose. Il vient à l'entraînement le matin, il vient à l'entraînement l'après-midi, il vient à l'entraînement quand son entraîneur désire qu'il y soit. Pour le joueur suisse, il vient à l'entraînement quand son entraîneur veut qu'il y soit, mais aussi quand l'employeur lui permet d'y aller. Alors, ce n'est pas un problème de sacrifice, parce que je crois qu'il y a à réunir le professionnel et le semi-amateur, c'est qu'ils sont tous les deux passionnés par le football. Ils sont tous les deux, ils feraient n'importe quoi pour le football. Et donc les sacrifices ne deviennent plus des sacrifices, ça devient, disons, un petit effort fait par le professionnel pour, en dehors du football, arriver à récupérer au maximum, et pour le joueur suisse,
en dehors du football, à faire le mieux possible au travail pour pouvoir satisfaire et son employeur et son entraîneur. Est-ce que les discussions avec l'entraîneur sont plus fréquentes qu'ensuite, sont plus possibles qu'en Suisse? Par exemple, l'entraîneur ne vous fait pas jouer un match. Est-ce qu'il va se justifier? Est-ce que vous allez discuter avec lui? Il se justifiera surtout du côté de la presse. Mais vis-à-vis des joueurs, moi j'ai vu certains joueurs qui ont été mis sur la touche sans savoir pourquoi, sans connaître les raisons. Et personne ne peut dire quoi que ce soit. L'entraîneur se justifiera peut-être vis-à-vis du comité, mais chez nous, le comité fait entièrement confiance à l'entraîneur, alors il n'y a jamais de problème. C'est-à-dire que l'entraîneur n'a jamais de problème de ce côté-là. Il se justifie également par rapport à la presse, quoi, qui prend une part prépondérante dans le football en France. Mais ça dépend tout des joueurs aussi. Ça, c'est assez difficile de dire. Peut-être qu'à un joueur, il lui expliquera, mais à d'autres qui sont en principe réservistes, il ne leur dit absolument rien et personne n'est au courant de l'éviction de ce joueur. Est-ce que le joueur suisse a les mêmes facilités vis-à-vis de son entraîneur, vis-à-vis de ses dirigeants? Bien, c'est difficile à répondre. En fait, de par le statut même du joueur français et de par celui du joueur suisse. Le joueur français étant professionnel, dans la plupart des cas, le joueur professionnel n'a pas d'autre profession, si bien qu'il se trouve dans une position fausse en raison du contrat professionnel qui l'emprisonne, parce qu'il n'a absolument aucune liberté avec le contrat actuel. C'est d'ailleurs un gros travail qui est tenté d'être fait par l'Union des joueurs professionnels, dirigée par Juste Fontaine. Et là, le joueur professionnel français, indiscutablement, ne peut pas avoir une liberté d'expression, parce que si un beau jour un dirigeant ou un entraîneur lui dit écoute mon petit, si tu n'es pas content, au lieu de toucher tant, tu vas toucher tant, le joueur français coincé va certainement éviter d'exprimer son opinion. En Suisse, la différence, c'est, si vous voulez, le joueur suisse peut s'exprimer. Là, la vengeance, si vengeance il y a de la part de dirigeants ou d'entraîneurs, ne peut venir que sportivement. On peut mettre un joueur sur la touche, éventuellement l'évincer du club, mais on ne peut pas le priver de sa nourriture et le faire en même temps évincer de son travail. Donc il semble que le joueur suisse pourrait plus facilement s'exprimer que le joueur français quant à débattre certains problèmes au sein même du club. Mais je crois que le joueur suisse ne prend pas plus de risques finalement, parce que, comme je vous dis, de nouveau, il faut associer le professionnel et l'amateur dans cette passion qui est le football. Et si vous dites à un joueur suisse que vous le punissez, un joueur par exemple titulaire de première équipe, que vous le punissez et que vous le mettez en réserve, la punition sera certainement plus grande que si vous lui supprimez la prime. C'est pas tellement un problème, si on veut, sur le fond, un problème financier. Depuis que vous êtes en France, on vous accuse d'avoir fait de prodigieux progrès. Le dernier France-Suisse l'a du reste prouvé, vous avez fait réellement des progrès. À quoi attribuez-vous ces progrès et dans quel ordre d'idées sont-ils? Je ne sais pas si j'ai réellement fait des progrès. Je pense qu'au point de vue physique, là, j'ai fait des progrès. Au point de vue technique, je ne sais pas. Peut-être, oui, c'est possible au contact d'autres joueurs en France, parce qu'il faut dire qu'il y a de très très bons joueurs en France. J'ai peut-être vu deux, trois petites choses qui m'ont intéressé, que j'essaye d'imiter. Mais je pense que c'est surtout au point de vue physique que j'ai progressé. Voilà, nous ne prétendons pas avoir abattu des murailles et changé quoi que ce soit au problème du football, mais peut-être ces idées vous auront-elles permis de mieux comprendre cette question du professionnalisme. Quant à la conclusion de cette émission, nous la laissons à Norbert Reichmann. Est-ce que le professionnalisme est possible en Suisse? Je ne pense pas, pour une raison toute simple, parce que déjà, les conditions financières ne sont pas possibles. Vous avez le Lausanne-Sport qui est un club qui fait par exemple une moyenne de 10 000 à 12 000 personnes, ou le Servette par exemple, au nom des clubs romans. Je ne pense pas qu'avec, sans apport financier de mécènes, que le professionnalisme en Suisse soit possible. Il y a cette question-là. Il y a l'autre question, c'est qu'actuellement, vous prenez par exemple l'équipe, encore une fois, du Lausanne-Sport ou du Servette, vous demandez aux 15 joueurs qui forment le contingent du Lausanne-Sport ou du Servette, et vous leur demandez est-ce que ça vous plairait d'être professionnel. Très certainement, la moitié refuseront, parce qu'ils ont des situations très très favorables, très très bien. Et je ne pense pas que par exemple un garçon de 26-27 ans
qui a déjà son avenir engagé en ce qui concerne le football, parce qu'un joueur de 27 ans est un garçon mûr, il ne peut plus rien attendre du football. Enfin, il peut attendre, disons, des consécrations peut-être plus grandes, une sélection ou comme ça, mais il ne peut plus envisager l'avenir du football. Il semble bien qu'il préférera rester dans sa situation actuelle et baser avant tout son avenir sur son travail et non sur le football. Donc, il y aura déjà à trouver des professionnels. C'est déjà un problème important.